William, ces états généraux pour la France. Les États généraux pour la France. Les Républicains sont réunis au Cirque d'hiver à Paris pour discuter de l'avenir de la France. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce schmilblick, William T? De souvenir, je crois que c'était le fruit d'un compromis entre Éric Ciotti et Bruno Retailleau, qui était arrivé finaliste du second tour de l'élection à la présidence de LR. Et Éric Ciotti avait une seule idée en tête, c'était d'installer Laurent Wauquiez comme candidat de la droite. Et Bruno Retailleau a dit, avant de lancer un candidat, il faut se mettre d'accord sur des idées. Donc la conclusion qu'ils en ont tirée tous les deux, c'est qu'il fallait lancer une grande réflexion sur la ligne de la droite. Pourquoi faire ça de façon comme ça un peu spectaculaire, avec une salle? On n'a pas besoin, on peut se téléphoner en privé, on peut s'envoyer des mails, on peut faire des réunions dans des mairies. Moi, je pense qu'ils ont un problème, c'est que de toute façon... C'est un coup de com'. Non, mais leur fruit de réflexion, de toute façon, ne sert à rien, parce qu'il va être remplacé par ce que dira Laurent Wauquiez lorsqu'il sera intronisé candidat. Donc en fait, ils sont obligés de faire semblant de travailler, mais donc Éric Ciotti, qui est plutôt malin et qui est plutôt habile politiquement, on l'a vu notamment avec la une du JDD où il interpellait le président de la République sur les questions migratoires, a réussi à faire résister LR qui, faut se le rappeler, il y a un an n'a fait que 5% à l'élection présidentielle. 4,7. Et aujourd'hui est le parti central, un des partis centraux de la Ve République et de la législature actuelle, dans la mesure où ils peuvent défaire et faire un gouvernement. Ils peuvent défaire. C'est le seul parti capable de pouvoir défaire Elisabeth Borne. Tous les textes de loi sont obligés de passer par l'accord des Républicains en vue d'une adoption. C'est ce qu'Elisabeth Borne dans le Figaro appelle la majorité par texte. Ouais, exactement. Et comme elle ne peut pas avoir une majorité avec la NUPES, elle est obligée d'avoir une majorité avec les Républicains. Et ensuite, du coup, les Républicains arrivent à survaloir les 5% qu'ils ont obtenus à l'élection présidentielle et les 60 députés qu'ils ont en vue de les survaloriser. Et je pense que les Républicains ont un poids surdimensionné médiatiquement par rapport à leur poids électoral. Et là, il faut féliciter plutôt Éric Ciotti qui a réussi à transformer un parti qui normalement ne devrait plus exister en parti qui est plutôt pivot. Et on pouvait dire qu'il a fait un massage cardiaque à un mort et ça a marché. Il a fait une arnaque. Par exemple, vous pouvez comparer les deux grands partis historiques que sont le Parti Socialiste et les Républicains. Le Parti Socialiste a fait un score similaire à celui des Républicains et n'existe plus. C'est-à-dire que c'est un affilié de Jean-Luc Mélenchon. Il a fait 2%, donc il a fait moins de 2 et 4,7, c'est pas exactement pareil. C'est pas loin. Il y a 45 millions ou 48 millions d'électeurs. Disons que quand vous avez deux grands partis historiques qui ont structuré la Ve République, lorsque vous n'êtes pas au second tour, c'est un mauvais résultat de toute façon. On est d'accord. Donc, qui est, à la différence d'Olivier Faure, qui a instauré le Parti Socialiste comme affilié et comme soumis en fait à Jean-Luc Mélenchon, les Républicains ont une existence autonome et propre qui est éloignée et d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Et pour ça, je pense qu'Éric Ciotti a plutôt bien joué. Thomas Carr, il y a une base de jeunes des LR. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Mais non, mais LR a fait moins de 1% chez les jeunes à la dernière présidentielle. Ça n'existe pas des jeunes les Républicains. Oui. C'est pas parce qu'il y a une structure qu'il y a un électorat. Ça peut se reformer. Enfin, je dirais, elle a été dans les années 80 et 90. Il y a eu il y a eu des jeunes républicains de l'UMP. Justement, est-ce que vous écoutez les potentiels électeurs qui peuvent venir ou est-ce que vous écoutez les électeurs qui sont là? La difficulté qu'ont eu les Républicains depuis l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République, c'est qu'ils ont diminué leur score. Sarkozy a fait 33% en 2007. Pour sa tentative de réélection avortée, il a fait 27. Fillon a fait 20, Valérie Pécresse a fait 4,75 comme vous l'avez rappelé. C'est-à-dire qu'ils ont réduit petit à petit leur base électorale pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils sont recentrés sur un électorat qui est de plus en plus âgé et en décalage avec la majorité des Français. Le deuxième point, c'est que comme tout parti historique, ils sont concentrés davantage sur une élection de second tour que sur premier tour. C'est-à-dire qu'ils ont difficulté à établir une identité politique du premier tour et d'établir une utilité de vote. Ils sont passés du vote utile auquel les gens votaient pour eux parce qu'ils étaient certes arrivés au deuxième tour et c'était la meilleure chance de victoire pour la droite à un vote inutile comme ce qu'a incarné le vote de Valérie Pécresse. Ensuite, sur les différents éléments, que ce soit sur le positionnement, l'alliance avec le Rassemblement national, et vous avez abordé un troisième sujet qui était... Le manque d'espace politique. Le manque d'espace politique. Sur ces trois sujets, c'est pas totalement exact. Le premier, sur le manque d'espace politique, Emmanuel Macron ne peut pas être candidat à sa réélection. C'est-à-dire que le jeu politique de 2027 est nouveau par rapport au jeu politique qui a été précédent en 2022. À partir du moment où le président de la République ne peut pas se représenter, de toute façon, c'est une nouvelle donne. La dernière fois que ça s'est produit, c'était en 2007 avec Jacques Chirac. Il y a eu une nouvelle donne qui a fait que Nicolas Sarkozy a fait la plus grande révolution de la droite depuis le général de Gaulle, et celle de 95, auquel Lionel Jospin a repris les rênes du Parti Socialiste. Et on attend toujours le nouveau Nicolas Sarkozy. Le nouveau Nicolas Sarkozy, que ce soit potentiellement Laurent Wauquiez. Sur la question ensuite après de la ligne politique et sur la question de l'espace avec le Rassemblement national, c'est pas parce que des jeunes, des militants parlent au Rassemblement national
que les électeurs veulent ça. Ce que veulent les électeurs des Républicains, ce qui est montré dans tous les sondages, que ce soit les sympathisants de droite au sens large, les sympathisants LR stricto sensu, c'est qu'ils veulent une alliance avec La République En Marche. Ah non. Il y a plus de... le Cevipost avait démontré de manière extrêmement précise que justement, les électeurs qui avaient voté pour les LR, notamment les législatives, avaient fait le choix d'amener les députés qui étaient le moins Macron. Mais non, c'est pas ça le sujet. Quand on regarde le Cevipost, c'est extrêmement intéressant. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que vous parlez Thomas. Est-ce que vous parlez aux 5% ou est-ce que vous parlez à l'électorat de droite au sens large de 30%? Si vous prenez les 5% que vous votez Valérie Pécresse, c'est le dernier résidu de LR. C'est pas eux qui vont vous faire gagner une campagne électorale. C'est les potentiels 25 ou 30 qu'avait Nicolas Sarkozy. Et sur les 25-30 qui ont toujours structuré la droite, qui ont toujours voté pour Jacques Chirac, qui ont toujours voté pour Nicolas Sarkozy, ceux-là sont plus proches de La République En Marche que du Rassemblement national. Donc c'est une erreur de calcul majeure qu'ont fait les Républicains en pensant qu'ils allaient avoir un électorat plus proche de Zemmour et de Le Pen que celui d'Emmanuel Macron. Comment ils font pour aller reprendre ? Et c'est ce que pense Laurent Wauquiez quand il dit que Emmanuel Macron est plus proche de lui implicitement que celui de Marine Le Pen. Et l'autre point qui est sur la stratégie... Rapidement, parce que Thomas voudrait vous répondre. C'est que, en fait, si vous par cas, quand vous faites une alliance, il faut viser l'électorat le plus faible. Est-ce que Marine Le Pen est installée et va être vraisemblablement au second tour de la prochaine élection présidentielle ? Oui. L'électorat le plus faible, le plus friable, où il n'y a pas de champion naturel, parce que Macron va les dégommer, c'est La République En Marche, où il n'y a pas de successeur désigné à Emmanuel Macron. Alors, c'est d'un cynisme, cette monétisation, j'allais dire, de la guerre. William Tay, qu'est-ce que vous en pensez ? La guerre est une industrie, c'est-à-dire que ça fait tourner des machines, ça fait tourner une économie et ça fait tourner des intérêts, qu'ils soient politiques, économiques ou autres. Prigojine, le patron de Wagner, est un homme qui est devenu extrêmement riche grâce à l'État russe, qui a transformé son modèle économique basé sur les cuisines et la restauration en un modèle d'économie de guerre, que ce soit en Afrique subsaharienne, en Afrique centrale et sur les différents commerces qu'il a. Il n'est pas étonnant que ce type de personnalité transforme, si par cas il a un changement d'objectif comme potentiellement des objectifs politiques, que ce soit la mairie de Saint-Pétersbourg ou un poste de gouverneur ou éventuellement l'élection présidentielle de l'année prochaine, qu'il essaye de transformer son capital politique, économique et industriel en des voix et donc du coup en capital de soutien. Moi je compare souvent en termes de communication ce qu'il fait beaucoup penser à le chef des gardiens de la Révolution, Rassem Soleimani en Iran, qui avait une personnalité un peu similaire, qui se mettait souvent en avant, qui combattait pas, mais qui se mettait en avant dans les rassemblements, qui était vu comme quelqu'un qui était proche de ses hommes, etc. Ensuite, après, est-ce qu'il va pouvoir challenger Vladimir Poutine en vue de la prochaine élection présidentielle de 2024 ? Je pense que c'est un peu audacieux à ce stade d'y penser, à moins que Vladimir Poutine se fasse couler, on lui demande de se retirer par les élites russes. Pour l'instant, c'est un peu aventureux. Sur l'autre question que vous posez, qui est le côté plus général, la difficulté que vous avez dans un conflit dit de longue durée, c'est que de toute façon, il s'enlise, il se radicalise dans ses positions, dans la mesure où on voit ce qu'il y a de plus mauvais, ce qu'il y a de plus mal dans l'humain. À partir du moment où chaque conflit s'éternalise, vous avez toujours ce type de difficulté. On l'a eu lors de la Première Guerre mondiale, on l'a eu dans la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il faut le rappeler, on ne connaît pas les intentions exactes de Adolf Hitler, mais au départ, on ne connaît pas les buts de guerre de Vladimir Poutine. Non, et on ne connaît pas. Quand on a vu le développement de la Deuxième Guerre mondiale, on a vu que l'Allemagne nazie s'était radicalisée dans les solutions, notamment sur les Juifs. Donc il n'est pas étonnant que plus vous avancez sur un conflit, plus les solutions se radicalisent au vu de chacun des profils, parce que vous êtes incité à parler au plus cœur de votre base et des personnes qui vous soutiennent, que ce soit la Russie auprès des Russes et de ses soutiens, et l'Ukraine auprès des Ukrainiens, donc il peut y avoir des problèmes des deux côtés. Et sur la question que vous évoquez enfin sur l'Afrique, je pense que l'Afrique a un problème qui est essentiel, c'est que c'est les principaux perdants de ce conflit, dans la mesure où eux n'ont pas intérêt à la guerre, ils n'ont pris aucune position entre ni l'Ukraine ni la Russie. C'est la première fois quand même qu'on a quelqu'un qui tient tête à Vladimir Poutine. Il n'y en a pas beaucoup. Et ils ont principalement parce qu'ils sont motivés par leurs intérêts plutôt que par l'idéologie ou un camp, l'un ou l'autre. Et eux ont besoin de nourriture et ont besoin que le conflit s'arrête pour pouvoir une exportation de nourriture assez importante. Il y a plusieurs points. Moi, je ne sais pas pour l'instant si les BRICS sont une troisième voie ou c'est une voie déguisée pour dire on est plutôt d'accord avec la Russie et la Chine. Pour l'instant, moi, je ne sais pas dire si c'est une troisième voie ou si c'est masqué. Parce que c'est comme la Chine. On peut dire que la position officielle de la Chine est neutre. La vérité, c'est qu'ils soutiennent la Russie, même si c'est dit de façon masquée. Donc moi, je ne veux pas m'aventurer sur, pour l'instant, est-ce qu'ils font une troisième voie. Est-ce que c'est une tentative de l'Afrique du Sud ou c'est un gage qu'ils ont donné aux Occidentaux pour dire on va faire semblant de faire pression à Poutine, comme ça, les Occidentaux vont nous lâcher la semaine prochaine. Peut-être que c'est une réponse à ce qu'a dit Poutine aussi au sommet de Saint-Pétersbourg hier, en l'occurrence ce déplacement d'ogives nucléaires sur le territoire du Bélarus, en disant que ce ne sont que les toutes premières ogives et que le reste du travail sera fini à la fin de l'été. Oui, ça c'est un autre sujet. C'est pour ça que moi j'ai
j'ai du mal à dire pour l'instant. Les BRICS en totalité ont une position, ça je ne suis pas totalement sûr. Je dirais des pays ont des positions et des intérêts, ça c'est sûr. Ensuite, après, est-ce que le choix des valeurs est fait? Hormis en Europe et en Occident, je pense qu'il n'y a pas de choix de valeurs, il y a surtout des choix des intérêts, comme le disait le général de Gaulle. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Sur l'autre position, qui est la position des pays gaziers, notamment en termes de pétrole, je ne sais pas s'ils ont uniquement leur position d'un point de vue stricto sensu économique ou si c'est d'un point de vue géopolitique. Quand vous regardez la zone des pays, notamment du Golfe, ils sont en opposition avec l'Iran. Donc du coup, il faut une position qui est assez ambiguë dans la mesure où ils ne sont pas d'accord avec les Américains sur le fond, parce que leur peuple est contre l'avis des Américains dans la mesure où les deux guerres du Golfe sont mal déroulées, mais en même temps, ils ne peuvent pas soutenir complètement la Russie, parce que soutenir la Russie serait soutenir l'arc chiite, donc Syrie, Iran, Irak. Et donc ils ne peuvent pas suivre complètement cette position-là. Leur position est plutôt ambiguë, et il ne faut pas que le pétrole soit trop élevé, parce qu'il ne faudrait pas que ça casse la capacité exportatrice. L'avenir du conflit, vraisemblablement, peut venir de 2-3 biais. Laurent Wauquiez. Le premier biais, vraisemblablement, c'est que un des deux pays, Ukraine-Russie, se disent l'effort de guerre est trop important pour nous, donc il vaut mieux arrêter l'effort de guerre parce que continuer la guerre nous coûtera plus cher que ce que ça peut nous rapporter. Actuellement, aucun des deux pays ne pense ça. L'autre point, c'est la Chine. C'est est-ce que la croissance économique chinoise va pouvoir repartir avec la fin de la politique zéro Covid, ou est-ce que Xi Jinping se dit il est temps de mettre un terme aux sanctions parce que ça nous coûte trop cher en termes de reprise économique et j'arriverai pas à croiser la courbe avec le PIB américain dans les prochaines années et avoir assez d'argent pour Taïwan. Le troisième acteur, c'est plutôt l'Assemblée générale des Nations Unies sur est-ce qu'on arrive à se mettre d'accord sur des sanctions unilatérales contre la Russie.